Mesdames, Messieurs, honorables invités en vos titres, grades et qualités. Le 11 mai 2018, en ces mêmes hauts lieux de formation des personnels de l'éducation nationale, votre département, Monsieur le ministre, me faisait l'honneur et le privilège de prononcer la leçon inaugurale à l'ouverture de la Semaine nationale de l'école de base sous le thème de la consolidation des valeurs civiques, l'école, les forces de défense et de sécurité au service de la nation. 7 ans plus tard, l'honneur m'échoit encore ce matin de devoir sacrifier à cette tradition, traduisant ainsi votre confiance renouvelée à ma modeste personne et scellant définitivement un pacte de partenariat fécond entre l'éducation et les armées. Je devrais également, par devoir de gratitude, rappeler que votre département, et je parle sous le contrôle de Madame la DE, m'a fait parrainer l'édition 2022 du concours international de dictée Paul Guérin-Lajoie, dont les lauréats cette année, au niveau international, ont été d'ailleurs nos candidats sélectionnés à cet effet. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, au-delà de mon lien affectif avec l'école sénégalaise, vous m'offrez aujourd'hui l'agréable opportunité de revenir à mon royaume d'enfance, Rufisque. Cette belle ville qui m'a vu naître et grandir il y a plus de 6 décennies. Entre le quartier de Gendel, l'école élémentaire Matarsek et le mythique lycée Abdoulaye Sadji, qui décrivait d'ailleurs cette belle ville dans son livre Maïmouna, en ces mots, je le cite, « Métropole sénégalaise, foyer d'élégance, creusé où se forgent toutes les races, qui envoient les plus beaux spécimens de leurs créatures, la quintessence de leur aristocratie et de leurs élites. » Fin de citation. Messieurs les ministres, honorables invités, Rufisque, c'est aussi l'histoire d'une grande figure de l'éducation nationale. Le colonel Mbodj venait de l'évoquer tantôt. C'est l'éducation aux valeurs citoyennes que nous venons d'immortaliser dans une œuvre biographique intitulée Sokhna Adama Diop, une vie au service de l'éducation et de l'humanité. Cette pionnière dans l'éducation arabo-islamique et fondatrice de l'école franco-arabe Tafsir Djibril Diop est décrite par le professeur Meissebey, dont je salue la présence dans cette salle, comme une self-made woman de la trempe des hommes et des femmes d'exception qui auront marqué leur temps par leurs actes qui défient l'éternité, entrant de ce fait dans le panthéon de l'histoire de leur société. Imam Mohamedou Lamine Fall Papandaou et bon nombre de ses élèves, dont votre serviteur, se reconnaîtront en Sokhna Adama Diop. Excusez-moi, c'était une parenthèse. Messieurs les ministres, honorables invités, je voudrais d'emblée saluer cette belle initiative de consacrer le thème de la Semaine nationale de l'école de base à l'éducation citoyenne. Le thème ne pouvait être plus actuel, plus opportun et plus pertinent que celui de cette édition. Aussi, dans le continuum de l'esprit de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, unité, vous avez bien voulu me demander d'axer ma réflexion sur le thème de la croissance citoyenne, reprenant fort généreusement le titre de mon avant-dernier ouvrage, L'école à l'épreuve de la croissance citoyenne, paru aux éditions L'Harmattan. En effet, votre ministère s'est engagé à faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, inclusive et efficiente, pour former à l'horizon 2035 un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologiques, du numérique et de l'intelligence artificielle. À l'évidence, au cœur de cette vision figure la valorisation de la fonction enseignante pour une transformation systémique
de l'éducation et le développement de l'humanité et de la citoyenneté de l'élève par l'éducation aux valeurs. L'hommage que son Excellence le Président de la République a rendu à l'enseignant à l'occasion du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant participe de la valorisation de la fonction enseignante du fait que l'enseignant, je le cite, est au cœur de cette transformation. Il forge les consciences et prépare notre jeunesse à un monde en perpétuelle évolution. Fin de citation. L'école devrait ainsi servir de creuset de revivification des valeurs citoyennes et de l'éveil du sens civique par la rigueur des attitudes et comportements, l'observation stricte des règles de savoir-vivre citoyen, les réflexes d'un code de conduite conforme à l'éthique et aux obligations civiques, qui constitue d'ailleurs l'un des axes majeurs du paquet. En réalité, au moment où l'environnement mondial contemporain est miné par une crise d'identité, une perte de repères et de valeurs morales qui affectent considérablement nos sociétés et ralentissent leur marche vers le progrès, faire de l'éducation civique et morale le principal levier du leadership transformationnel constitue une priorité, notamment par la pédagogie de l'exemple et surtout par une culture de l'éthique professionnelle. Messieurs les ministres, honorables invités, sans revenir sur les considérations sémantiques de citoyenneté et de civisme, je voudrais rappeler que la citoyenneté confère certes des garanties, mais impose des attitudes et des actions pour le progrès de la nation. C'est la conscience citoyenne. Le bon citoyen se doit donc d'être un modèle, et ceci à travers quelques principes comme la primauté de l'intérêt national sur tout intérêt personnel ou singulier, le don du meilleur de soi-même pour la nation, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Être un modèle de civisme qui est le respect de l'entretien du bien commun, la vie en communion avec la société, la vie en symbiose avec son environnement, tout en restant imperméable aux déviances de celui-ci, et enfin la participation aux activités publiques, locales ou nationales avec désintéressement. Le civisme, selon André Siegfried, c'est le dévouement à la chose publique, en vertu duquel chacun, tout en revendiquant son quant à soi, estime devoir s'insérer dans une communauté et collaborer à la vie sociale. Autrement dit, le civisme, c'est le sentiment qui fait les bons citoyens. C'est l'attachement à la cité. C'est aussi, comme le dit le Larousse, le sens qu'a un homme de ses responsabilités et de ses devoirs de citoyen. Dans ces conditions, le civisme n'est pas seulement une affaire de code à connaître ou à respecter. C'est surtout une affaire d'attachement au bien commun, donc de cœur. Le bien commun, ce n'est pas seulement l'air, la rue, le jardin public ou le bus. C'est aussi et surtout l'ensemble des conditions sociales qui permettent à chaque citoyen d'atteindre son épanouissement. Sauvegarde de la vie, sécurité intérieure et extérieure, santé, moralité publique, accès au travail, à l'instruction, à l'éducation, à l'aide aux familles, liberté essentielle correspondante de penser, de parler, de s'assembler, de pratiquer sa religion, etc. Le comportement citoyen est avant tout un état d'esprit qui doit pousser les citoyens au minimum à ne pas gêner les autres, à ne pas perturber le fonctionnement extérieur de la société. C'est une attitude assez passive qui amène, par exemple, à ne traverser la rue que par les passages cloutés, à ne pas jeter les papiers sur les trottoirs, à respecter les feux rouges, les biens publics. C'est le premier niveau élémentaire du civisme. Le deuxième niveau, complémentaire du précédent, est celui de l'électeur, du contribuable, hier du jeune qui partait faire son service national. Il correspond à l'obéissance aux lois. Il s'applique à tous. Le troisième niveau ne concerne en revanche que ceux qui en ont le goût et les dons. Il s'agit d'accepter les responsabilités dans la cité en fonction de ses possibilités physiques et intellectuelles. C'est le niveau du pompier volontaire, du conseiller municipal, du maire, du dirigeant d'association, du député et de l'enseignant dans son école. L'éducation à la citoyenneté est devenue aujourd'hui
un sujet d'une brûlante actualité, parce qu'érigé en priorité par la plus haute autorité de l'État. Dans son message du 8 avril 2024, adressé à toutes les femmes et hommes de l'administration sénégalaise, je le cite, que la droiture, la probité et l'exemplarité commandent chacun de vos actes. Que votre travail quotidien soit imprégné de ce souci permanent du bien commun, où le service à nos concitoyens et leur bien-être prime sur toute autre considération. Fin de citation. En réalité, si le besoin s'est fait sentir de redynamiser l'esprit civique, c'est qu'un constat s'impose. Le réflexe civique et citoyen est en perte de vitesse au Sénégal. Et notre pays a besoin de sursaut patriotique. Sous ce rapport, l'école à l'épreuve de la croissance citoyenne, fruit d'une longue réflexion et d'un long compagnonnage avec l'école, s'adresse principalement à la communauté éducative, mais également à tous les autres acteurs périphériques, tels que les organisations non gouvernementales, la famille, les collectivités, les mouvements associatifs, les mouvements de jeunesse, les communautés locales, religieuses, culturelles, les médias, les leaders d'opinion, etc. Les différentes thématiques contenues dans cet ouvrage interpellent notre éthique professionnelle et nous invitent en même temps à repenser l'éducation à la citoyenneté qui doit être le préalable à toute autre forme d'éducation. Nous avons voulu inviter à de nouveaux efforts pour restaurer, grâce au génie de l'école, les valeurs morales de notre société, sévèrement érodées par des mutations sociétales profondes, protéiformes et agressives, dont l'exacerbation des individualismes, la judiciarisation de notre société, la crise d'autorité sans précédent, bref, l'indiscipline dans toutes ses formes. Et enfin, je suis convaincu que le meilleur investissement que nous pouvons faire est celui sur l'éthos patriotique et la conscience citoyenne de notre jeunesse. Sinon, tous les autres efforts de développement seraient vains. À l'analyse, même si l'école joue un rôle central dans la formation civique et morale, il semble illusoire et inacceptable de lui faire porter la responsabilité exclusive de la formation du citoyen. L'éducation à la citoyenneté doit être conduite dans le cadre d'une démarche pédagogique progressive et innovante dont l'effet final recherché est de transformer positivement l'esprit de l'élève et de vaincre toutes les déviances potentiellement opposées aux valeurs sublimées depuis plusieurs générations par la société sénégalaise. En définitive, il s'agira d'arriver à une véritable croissance citoyenne des apprenants. À ce titre, les curricula enseignés devraient mettre l'effort sur le savoir-être et un code de conduite conforme aux valeurs éthiques recherchées. L'auteur de l'école à l'épreuve de la croissance citoyenne n'a pas voulu se situer uniquement dans le registre de l'observatoire et de la relation des dérives comportementales ou d'antivaleurs. L'originalité de son approche reste surtout dans le modèle d'éducation à la citoyenneté qui s'inspire de la pratique citoyenne dans les armées. En effet, en s'inspirant des retours d'expérience anecdotiques et symptomatiques d'une société qui subit au quotidien les affres et les conséquences fâcheuses d'un incivisme frisant le paroxysme du seuil de la tolérance, nous avons voulu convoquer l'idéal d'une communauté où chaque citoyen se voit garantir certes un certain nombre de droits, mais aussi de libertés, mais aussi s'imposer et s'attribuer plus de devoirs et de responsabilités. Or, les progrès scientifiques et techniques, la modernité d'une manière générale, ont influé sur les modes de vie, les mentalités et la hiérarchie des valeurs. Nous assistons, hélas, à la déliquescence de certaines valeurs sociétales sénégalaises, comme le sens de l'honneur, jom, la décence, kersa, la discipline, yar, etc., dont les effets les plus visibles sont la perte de la notion de bien public, l'individualisme, le manque de patriotisme, la crise d'identité, la perte de valeur morale, la crise de l'autorité, la démission parentale, etc. En effet, notre société, comme toutes les autres, a connu de profondes mutations, caractérisées par l'avènement de l'ère de l'information et de la démocratie, dont le fondement est la liberté.
liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de presse, liberté d'association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation, liberté culturelle, religieuse, philosophique, syndicale, etc. A contrario, l'aspiration à plus de liberté n'a pas été contrôlée ou régulée et a subséquemment conduit à une crise de citoyenneté sans précédent. Absentéisme, tricherie au travail, passe-droit, gain facile, privatisation du bien public, non-respect de la chose publique, des lois, des institutions de la République, etc., qui est souvent l'expression du primat des intérêts particuliers, des appartenances primordiales, ethniques, sociales, culturelles, religieuses ou confrériques, raciales, corporatistes, sur l'intérêt général. Bref, le contraire de ce qu'on devrait attendre du citoyen. Sous ce rapport, notre responsabilité commune est interpellée pour sauvegarder les valeurs morales qui sont le fondement de la discipline du Djoub, du Djoubal et du Djoubanti. À ce titre, dans le cadre de la mise en œuvre du concept armée-nation, les forces de défense et de sécurité sont investies du devoir d'accompagner la communauté éducative, aussi bien au plan de la restauration des infrastructures scolaires qu'à celui de la redynamisation de l'esprit civique. Fort heureusement, nos deux ministres ici présents, M. Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale, M. le général d'armée aérienne Birame Diop, ministre des Forces armées, sont en train de marquer l'histoire d'un partenariat inédit et prometteur entre l'éducation nationale et les forces armées, par leurs initiatives, par leur vision innovante et futuriste. Je voudrais vous demander solennellement de vous lever et de m'accompagner pour les applaudir pour les belles initiatives qu'ils sont en train de prendre. Je vous remercie. Aussi existe-t-il plusieurs plages de convergence entre les forces de défense et de sécurité et l'école. D'abord, la mission de défense du territoire, comme celle de l'éducation nationale, étant un véritable sacerdoce, elle exige de tout citoyen qui l'exerce dévouement, détermination, don de soi et sens de l'honneur. L'acquisition de ces vertus passera par un enseignement moral de qualité, voire incontournable, pour mettre à la disposition de la patrie des citoyens convaincus de leurs devoirs. Ensuite, la vocation du militaire, tout comme celle de l'enseignant ou du fonctionnaire, est de servir. Servir, c'est l'acte volontaire et conscient de toute personne qui se donne librement et totalement à une cause qui la transcende. Servir suppose une foi profonde, une attitude d'abnégation, de générosité et même d'humilité. C'est en ce sens qu'on parle de vocation plutôt que de métier. Enfin, le militaire comme l'enseignant doit en permanence être un exemple de discipline et de probité morale. C'est ce contrat de confiance qui lie l'armée à l'éducation qui nous vaut le privilège de devoir contribuer dans le continuum des enseignements donnés au quotidien par les vaillants enseignants à la consolidation de la culture citoyenne des élèves. La consolidation des valeurs civiques a toutefois ses exigences qui reposent sur un triptyque, une éthique professionnelle, des règles élémentaires de tenue, savoir-vivre et un code de conduite rigoureux. L'éthique professionnelle, d'abord, c'est avant tout l'exigence d'un principe d'humanité. Parce que chacun de vos élèves a un droit imprescriptible au respect de son avenir, de son éducation, de sa dignité. C'est pourquoi, chers enseignants, j'ai l'honneur de vous demander respectueusement de bien vouloir me permettre de faire quelques rappels de cette responsabilité d'éthique professionnelle relative à la belle et noble mission éducative que vous exercez. D'abord, la mission d'éducation que vous avez choisie comme vocation, et certainement par passion, je présume, est un véritable sacerdoce et non une sinecure. À ce titre, tel que nous l'enseignent les textes bibliques ou coraniques, le métier d'éducateur est une forme d'adoration de Dieu, le Tout-Puissant, dont son prophète Mohammed salut sur lui nous a rappelé dans un célèbre hadith qui sublime votre métier d'enseignement: Al-Madaris
qabla al-masajid. L'école précède la mosquée. Et c'est cette éthique de responsabilité qui est attendue de vous dans vos actions de tous les jours. Dès lors, il faudra puiser la rigueur morale, tout d'abord, dans la déférence aux lois et règlements. Vous serez respecté par vos concitoyens, aussi longtemps que votre rectitude morale se reflétera dans votre comportement et votre conduite de tous les jours, par la persuasion et la compétence, certes, mais aussi et surtout par l'exemple. La deuxième responsabilité est celle de la compétence, qui vous donne en permanence une ascendance morale sur les cœurs et les esprits des jeunes apprenants. En effet, les savoirs et les savoir-faire que vous avez acquis dans votre cursus de formation, outre le couronnement du mérite, vous confèrent l'obligation d'assumer cette responsabilité, d'encadrer et de former les futures élites de notre nation, de leur inculquer le sens de la discipline, indispensable à la réussite. Elles vous en seront éternellement redevables. Pour cela, chers enseignants, instruisez-vous en permanence pour rester compétents. Remettez-vous en cause pour vous arrimer au rythme variable d'un monde qui va vite et asseoir votre légitimité, pour susciter le renforcement de vos capacités en leadership et le développement des valeurs intrinsèques qui forgent l'éthique et le sens des responsabilités. Parce que la plus grande immoralité, disait Napoléon, est de faire un métier qu'on ne sait pas. Enfin, la troisième responsabilité est certainement la plus importante, est l'exemplarité. S'évertuer à être un exemple de discipline, un modèle de patriote respectueux des règles de comportement citoyen. A contrario, nous le constatons tous, impuissants ou résignés. Votre environnement, notre environnement socio-professionnel, je veux dire l'école, la salle de classe, la cour de l'établissement, sont devenus des lieux de friction, de frustration, d'agression, de violations diverses, de dépercussions scolaires, de déscolarisation des filles notamment, fléaux aux antipodes de la morale et de l'éthique. Ces dérives sont certes favorisées par la fuite de responsabilité des parents, la dislocation du tissu familial, accentuée par le boom technologique et les replis égocentriques imposés par les réseaux sociaux. Mais vous devez faire preuve de bonne faculté d'adaptation dans ce nouvel environnement hostile à une éducation de qualité. Asseoir votre légitimité pour faire de notre école ce haut lieu de culte d'apprentissage et d'éducation à la vie. Je suis convaincu que nous pouvons y arriver par la vertu de l'exemple. La vertu de l'exemple, c'est respecter le quantum horaire, c'est être rigoureux dans la préparation et la conduite des enseignements, c'est être exigeant vis-à-vis de soi-même d'abord, puis de l'esprit de l'école. C'est inculquer à nos enfants qui nous sont confiés l'éducation essentielle à leur vie ou à leur survie. La vertu de l'exemple, c'est aussi accepter que nous avons plus de devoirs que de droits. La vertu de l'exemple, c'est aussi assumer cette dignité morale qu'exige notre mission sacerdotale de forger les hommes et les femmes chargés de la destinée de notre nation. La vertu de l'exemple, c'est aussi refuser de ne jamais compromettre ni votre intégrité morale, ni votre courage, parce que nous devons être des hommes et des femmes de conviction et d'engagement. En définitive, la vertu de l'exemple repose sur la CDD, la compétence, le désintéressement et le dévouement au métier. Elle consiste donc à s'obliger soi-même, car l'autodiscipline est l'expression de la vigueur personnelle et de la maîtrise de soi pour convaincre et non contraindre. Messieurs les ministres, chers enseignants, honorables invités, vous conviendrez avec moi que nous n'honorerons notre patrie de la plus belle des manières que par ce comportement citoyen irréprochable qui placera la vertu au cœur de toutes nos actions. Et de rester fidèle à la belle leçon du président John Fitzgerald Kennedy, je cite, "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez apporter à votre pays. Et c'est tout le sens de l'éthique professionnelle théorisée par l'éminent juge Kebambé à l'occasion de sa leçon inaugurale à l'UCAD le 14 décembre 2005, je le cite. Dans un monde sans éthique, l'homme va tout droit à l'échec. Car c'est un monde qui ne manquera pas d'engendrer l'injustice,
La violation des droits de l'homme est donc des conflits et des affrontements dont personne ne peut aujourd'hui deviner les conséquences qui ne pourront être que néfastes. Fin de citation. Donc, chers concitoyens de la communauté éducative, faisons de la consolidation des valeurs civiques une priorité, dans la mesure où elle vise à émanciper l'individu de son statut de simple bénéficiaire de droits écrits et reconnus d'avance pour en faire un acteur engagé et conscient de son devoir, de sa place dans la survie de l'ensemble. L'État n'est pas seul concerné dans ce vaste chantier d'une nation moderne. La famille, l'école, les médias, les organisations politiques et la société civile, les forces de défense et de sécurité doivent y contribuer. En définitive, l'éducation à la citoyenneté transcende l'enseignement, apprentissage intramuros. Elle trouve sa continuation dans les activités périscolaires, généralement perçues comme ludiques, mais qui constituent de véritables laboratoires d'émergence et de développement de potentialités créatrices. Elle devrait également permettre de sauvegarder les valeurs morales qui sont le fondement de la discipline, en insistant particulièrement sur l'éducation par l'exemple et en s'inspirant du modèle de l'armée nationale par le respect de l'autorité, de la discipline, du don de soi, du patriotisme, et aussi sur certaines valeurs civiques largement inspirées de notre vécu culturel, de l'héritage des anciens que nous devons enseigner et ériger en dogmes tels que le savoir-vivre, la politesse, l'exactitude ou la ponctualité, le comportement en public, qui est le reflet du niveau de discipline d'un peuple. Enfin, le patriotisme. Le patriotisme qui doit être attesté par plusieurs signes manifestes, dont le respect et la déférence au symbole de la République, le sentiment d'attachement à une nation, l'exaltation, voire la glorification de figures qui ont sacrifié leur existence et la loyauté et respect des institutions républicaines. Être patriote, chers enseignants, c'est donc renoncer volontairement à certains droits et se consacrer à ses devoirs, conformément à l'affirmation d'André Gide dans sa préface de Vol de nuit de Saint-Exupéry, je le cite, « Le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté, mais dans l'acceptation du devoir. » Fin de citation. Et cet amour de la patrie correspondant également à l'enseignement de Monseigneur Ravel, évêque des armées françaises, je le cite, « Être patriote, ce n'est pas être disponible ou porter les armes. Non. C'est avant tout ne plus s'appartenir, ni même appartenir à sa famille. C'est appartenir à la nation, exister, agir pour elle, vivre et mourir pour elle. » Fin de citation. Chers enseignants, parler de consolidation des valeurs civiques en milieu scolaire, c'est aussi vous inciter et vous encourager à bien connaître votre pays, à l'aimer, à le sublimer, à l'honorer et en un mot à être un patriote modèle. Rappelez-vous la belle leçon de civisme que le saint prophète Mohammed, salut sur lui, nous a enseigné. Hubbul watan minal iman. L'amour de la patrie fait partie de la foi en Dieu. Rejoint en cela par l'abbé Christian Venant, aumônier des armées françaises, qui nous rappelait dans ses articles de catéchisme de l'Église catholique que l'amour de la patrie est un devoir de charité. Après la famille donc, l'école est le lieu par excellence de socialisation et d'initiation au civisme. Le lieu où les enfants apprennent à dompter leur envie de bouger ou de parler, à respecter le maître et les autres, à acquérir les notions élémentaires d'ordre, d'hygiène, de discipline, bref, les bases de la morale. En réalité, c'est à ce niveau de l'innocence, de l'insouciance et de l'enfance que se forge cet état d'esprit, qui crée des habitudes, des réflexes, des valeurs à consolider tout au long du processus de maturation de l'enfant. Encore faut-il que nous, enseignants, soyons convaincus de nos responsabilités à la matière et qu'ils soient formés en conséquence. Aussi devrait-il garder à l'esprit que la discipline qui demeure la force principale des armées, mais aussi de l'éducation, devra constituer un des principaux piliers de leur action pour mener leurs élèves sur les chemins du devoir et de l'excellence. En fait, la discipline individuelle et collective est un facteur de compétitivité et de croissance économique. Elle vise à harmoniser les rapports sociaux, favoriser la cohésion sociale et stimuler l'exercice du rôle actif du citoyen.
Le bon citoyen doit être discipliné, au sens militaire du terme, être exigeant vis-à-vis de soi-même et des autres. Il s'agit surtout d'une discipline librement consentie et non imposée, qui consiste à respecter l'ordre établi, les règles de vie communautaire, que l'on soit surveillé ou pas. C'est cette adhésion libre et entière à cet ensemble de règles de conduite commune à toute la communauté qui constitue la discipline. Le rapport de confiance indispensable entre vous, vos élèves et les parents d'élèves dépendront surtout de votre désintéressement, mais aussi des idéaux partagés de justice, d'honnêteté et de loyauté. Inculquez plutôt à vos apprenants le sens de l'honneur, du sacrifice, du courage, de la patience, du patriotisme, mais aussi de la camaraderie, car vous serez comptable vis-à-vis de vous-même et de vos formateurs de votre sacerdoce, de leur éducation et de leur réussite. En définitive, aucun prétexte ne saurait être évoqué comme motif dérogatoire à ce devoir. C'est un métier qui demande de la passion et de l'élégance, sous toutes ses formes, comme l'a chanté un éminent poète arabe. Si l'élégance du visage et le sourire, l'élégance de la langue, la vérité, l'élégance du cœur, l'amour, l'élégance de l'esprit, la réflexion, alors l'élégance du savoir et de l'enseignement et la passion. Donc soyez des passionnés. Et pour conclure, la consolidation des valeurs civiques dans l'espace scolaire doit rester le centre de gravité de notre action quotidienne et doit être une quête permanente de perfection. La formation d'un citoyen responsable et dévoué au service de sa communauté, respectueux des biens publics et des symboles de la République, est une œuvre continue. Elle commence en famille, se poursuit en école, comme sur le lieu de travail. L'esprit civique est donc un socle qui supporte la construction patiente et obstinée d'une nation, essentiellement par la volonté individuelle et collective, traduite au quotidien dans les comportements. La communauté de citoyens se portera bien si l'esprit civique inspire les actions de chaque individu. Messieurs les ministres, mesdames, messieurs distingués invités, c'est sur cette note d'espoir que je vais achever mon propos en vous souhaitant une semaine riche en activités éducatives et citoyennes. Excusez-moi d'avoir été trop bavard pour un militaire comme un enseignant. La finalité n'était que pédagogique. Je vous remercie de votre attention.